Cette semaine, à Option Région, deux entrevues. Une entrevue avec Claire Bolduc, qui est une ancienne militante, ancienne présidente de Solidarité rurale, qui a décidé de faire de la politique, qui s'est lancée aux élections de la préfecture de Témiscamingue. On l'a en entrevue tout à l'heure. On a aussi Roméo Bouchard, qui vient d'écrire un livre qui va être publié prochainement sur les gens de son pays, les plus beaux personnages de son village. C'est un hommage aux gens de son village. Bien intéressant. Aujourd'hui, à Option Région, on reçoit Claire Bolduc, qui est la nouvelle préfète de la MRC Témiscamingue. Bonjour Claire, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Option Région. Bonjour Claire, Denis, bonjour tout le monde. bon, Claire, tu es agronome de profession, tu as occupé différentes fonctions dans ta vie, dont celle de présidente de l'Ordre des agronomes, celle de présidente de Solidarité rurale. Tu as milité pour soutenir toutes sortes de bonnes causes concernant le développement local. Et là, tu viens d'être élue au suffrage universel préfète de la MRC Témiscamingue en novembre dernier. Bravo. Mais Merci. est-ce que tu peux d'abord nous dire Témiscamingue, de nous situer un peu, c'est quoi le Témiscamingue, là? Le Témiscamingue, c'est 19 000 km² aux frontières du Québec. Alors, sur les bords, entre le Québec et l'Ontario, au Témiscamingue, il y a un grand lac qui s'appelle le lac Témiscamingue. D'un côté du lac, c'est le Témiscamingue québécois. De l'autre côté, c'est le Témiscamingue ontarien. Vers le sud, c'est la région de l'Outaouais, alors les MRC de Pontiac et de la vallée de la Gatineau. Alors que vers le nord, on retrouve la MRC de Rouyn-Noranda, la ville MRC de Rouyn-Noranda. Et si on pouvait circuler vers l'est très facilement, on arriverait quelque part, tout près de Val-d'Or, mais un peu passé Val-d'Or, plus au sud de Val-d'Or. Alors, le Témiscamingue, c'est une région, euh, on a toujours dit que c'est le secret le mieux gardé du Québec. C'est un bijou de territoire, c'est magnifique, autant pour la qualité de l'environnement que pour la qualité de vie qu'on peut y avoir. Et c'est méconnu parce que c'est un peu enclavé entre des régions. On passe pas par le Témiscamingue pour venir au Témiscamingue, il faut avoir comme destination le Témiscamingue. C'est pas une destination où on fréquente en passant pour se rendre ailleurs. Qu'est-ce qui t'a incité à poser ta candidature au poste de préfète? C'est de la politique de proximité. Le milieu municipal, c'est ce que c'est. Une préfecture, c'est un milieu de proximité. Alors, les gestes qu'on pose, ça se traduit concrètement et rapidement dans la vie des citoyens et des citoyennes. C'est une politique qui améliore concrètement, directement, la qualité de vie des milieux pour lesquels on est élu. Toi, tu es élu au suffrage universel. Tu es une des rares municipalités, une des rares MRC à avoir le suffrage universel. Combien est-ce qu'il y en a d'MRC qui ont le suffrage universel? Puis quels sont les avantages, à ton avis, d'être élu au suffrage universel? Il y a 16 MRC au Québec sur les 87 qui élisent un préfet qui ont un suffrage universel. Ça a commencé par une seule MRC qui élisait son préfet au suffrage universel. Tranquillement, pas vite, le nombre augmente à chaque élection. L'avantage d'un préfet élu au suffrage universel par rapport à un préfet qui est élu par ses pairs, c'est que c'est l'ensemble des citoyens et des citoyennes qui ont un mot à dire sur qui sera le préfet. Cette personne-là, elle est détachée d'une municipalité, elle n'est pas maire d'une municipalité en même temps qu'elle agit comme préfet de la MRC, ce qui rend la personne, euh, elle est vraiment libre. Elle n'a pas d'assise dans une municipalité avant d'avoir être confirmée dans son poste de préfet. C'est l'autonomie de la personne qui est avantagée. L'autonomie comme préfet, c'est tu portes vraiment un territoire, pas seulement une municipalité et un territoire, mais tu portes vraiment un territoire comme préfète. Les enjeux dont on peut discuter, étant donné que c'est l'ensemble des citoyens qui élisent la préfète ou le préfet, les enjeux sont vraiment branchés, connectés aux besoins des citoyens. Et c'est exactement ce qu'on fait en ce moment à la MRC de Témiscamingue. C'est de constater que les citoyens ont des attentes très grandes
sur les services de proximité, sur la connectivité, sur le transport, sur le développement économique, et qu'on est, comme préfet, totalement investi à la réponse ou aux réponses de ces attentes-là. Est-ce que tu penses que ça va augmenter le nombre de préfets élus au suffrage universel? Ça augmente à chaque élection. Il y a de plus en plus de MRC. Quand je dis ça a commencé avec un préfet élu au suffrage universel, un seul, et là, ça se répartit de plus en plus. Il y a encore, à l'élection de 2013, il y avait 13 préfets élus au suffrage universel. 4 ans plus tard, c'est 16 préfets élus au suffrage universel. Alors oui, ça va en augmentation. Okay. Je dois dire que la question, quand on pose la question, ce sont les maires qui décident. Ce sont les maires d'un conseil de MRC qui décident si le préfet sera élu au suffrage universel ou pas. Et les maires ont souvent veulent garder une certaine dynamique auquel ils sont habitués, qu'ils connaissent et qu'ils maîtrisent. Quand on pose la question à la population d'emblée souhaite un préfet élu au suffrage universel. Par rapport à ton ancienne vie, là, ça fait 100 jours que tu es au poste de préfet, de préfète. Qu'est-ce qui t'a surpris le plus positivement puis négativement? Qu'est-ce qui a été tes plus grandes surprises? La plus grande surprise, c'est la quantité de bureaucratie qui existe au niveau du milieu municipal. Ça, et je croyais que les MRC n'étaient pas aussi soumises à cette bureaucratie-là. Au contraire, elles le sont. Ce qui m'a, et ça m'a étonnée, pas négativement, positivement, mais c'était, on prend acte. Ce qui m'a particulièrement plu, c'est moi, j'arrive dans une MRC où il y a une vingtaine d'élus. La moitié sont des nouveaux élus au niveau du conseil de la MRC à l'élection de 2017. C'est les gens qui s'impliquent pour devenir des élus municipaux, qui vont contribuer à la dynamique de chacun de leur municipalité, mais aussi d'un territoire. C'est le degré d'engagement que ces gens-là ont à l'endroit du développement de leur milieu. Ça, c'est la plus belle surprise, je dirais. La différence, c'est que tu n'es pas en train de réclamer. Tu peux faire. Tu n'es pas en train d'exiger un budget, une demande, un service. Tu peux agir pour obtenir le budget, pour répondre à la demande, pour offrir le service. Et ça, pour moi, c'est la grande différence entre le militantisme et l'action d'une élue. Pour moi, je dis toujours, je suis là pour le pouvoir et pas pour la force que ça représente, mais pour le potentiel d'action que ça représente. Pouvoir agir, pouvoir changer des choses, pouvoir faire des choses. Tu as passé une bonne partie de ta vie à défendre les petites communautés, les régions. Qu'est-ce que ton poste de préfet ou de préfète va pouvoir te permettre de plus pour aider les petites communautés? C'est une très bonne question. Moi, j'ai la chance d'être préfète dans une MRC où la majorité, il n'y a pas de grandes villes et plusieurs petites municipalités autour. Il y a toutes des communautés rurales. Et je pense que la solidarité entre chacune des instances, en maintenant leur autonomie, en maintenant leur identité, en maintenant leur existence, c'est l'élément fort, c'est l'élément majeur de ça. Donc, développer la synergie, la collaboration, la solidarité entre les communautés. C'est ce que je souhaite le plus promouvoir auprès des municipalités qui font partie de la MRC. Est-ce qu'au niveau national, tu as l'impression que la décentralisation, ça avance ou au contraire, on est dans une dynamique de centralisation? Non. Non, la décentralisation, on oublie ça. On oublie ça depuis 2014, depuis l'automne 2014. La décentralisation, c'est un mot qu'on essaie d'effacer de toutes les mémoires, de tous les documents, de toutes les pensées. Ça n'existe pas. Quand on reçoit, les MRC, par exemple, ont un schéma d'aménagement à concevoir. Quand le schéma d'aménagement n'est plus conçu selon les réalités du terrain, mais selon des orientations gouvernementales pour l'aménagement du territoire, on n'est plus en situation où on laisse aux élus le soin de veiller au développement de leur territoire. On est en train de centraliser la volonté des gens
pour leur dire quoi faire. On donne l'illusion de donner des pouvoirs dans les régions, dans les MRC, ce qu'on ne fait pas du tout. Ce faisant, on descend des responsabilités sans donner de moyens et en donnant des directives très, très strictes sur la façon de prendre les décisions. Alors non, la décentralisation, c'est un terme, on n'est plus là-dedans, mais on est loin de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis qu'est-ce que toi, tu peux faire comme préfète pour essayer de changer cette dynamique-là puis de revenir à une idée de décentralisation qui va permettre à chacun de trouver les solutions aux problèmes qu'ils ont et à leur réalité, là? Bien, justement, au niveau où je suis, moi, je dois m'assurer d'une cohésion territoriale. Donc, si je décide et que je dis à toutes les municipalités de la MRC, on va faire ça comme ça, je viens de montrer que moi non plus, je décentralise pas. Alors, si je suis à l'écoute de ce que les municipalités ont comme réalité, de ce qu'elles vivent, de ce que leurs citoyens expriment, si je fais monter la réflexion de la base plutôt qu'imposer une décision par le biais de la MRC vers les municipalités, si on se met plutôt à l'écoute des citoyens, on vient de changer complètement la dynamique. Et ça, on peut déjà le faire sur nos territoires. Si on le fait à petite échelle, on peut prouver que ça fonctionne. Ça se fera peut-être à plus grande échelle, à l'échelle du Québec. Est-ce qu'en terminant, Claire, tu aurais un coup de cœur pour nos auditeurs et nos auditrices? Alors, je vais vous parler d'un artiste autochtone qui est de notre territoire, Monsieur Frank Paulson, qui est un artiste autochtone, qui est muraliste, qui fait de très belles choses pour améliorer la capacité créative des jeunes autochtones et qui a, avec la Monnaie royale du Canada, un mandat pour produire 13 pièces de monnaie, 13 magnifiques pièces de monnaie. Son nom, Frank Paulson. Les pièces de monnaie sont produites par la Monnaie royale du Canada et déjà, la première pièce est en vente en ce moment. C'est un artiste dont il faut retenir le nom. C'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur parce qu'il est de ma région, de mon territoire. C'est un coup de cœur parce qu'il est de la nation Anishinaabe et qu'il est un des Premières Nations. C'est un coup de cœur parce qu'il porte le territoire vraiment très loin, jusqu'à la Monnaie royale du Canada. C'est un coup de cœur parce que cette personne-là, c'est un soleil pour toutes les personnes qu'il rencontre. Frank Paulson. Bien, merci beaucoup, Claire. Aujourd'hui, à Option Région, on reçoit Roméo Bouchard qui va publier un nouveau livre. Bonjour, Roméo, ça va bien? Oui, bonjour, Denis. Bon, Roméo, tu vas publier prochainement, en mai prochain, là, un volume intitulé Gens de mon pays. C'est sur les personnages importants dans ton village qui est Saint-Germain de Kamouraska. Comment t'en es venu à prendre la décision d'écrire ce livre-là? Puis est-ce que ça faisait longtemps que tu pensais à ça, d'écrire un livre sur les personnages de ton village? C'est un projet que j'ai dans la tête depuis longtemps parce que ça fait quand même plusieurs années que je travaille avec les gens du village en développement local. J'ai fait un petit journal où je faisais des reportages sur eux, sur les fermes, sur les personnalités. Et je me suis pris d'attachement pour beaucoup de ces personnes-là, tu sais. Souvent même des personnes un peu méconnues ou sous-estimées, mais que j'ai appris à découvrir et qui me paraissaient vraiment des trésors d'humanité qui méritaient d'être mis en valeur, non seulement pour les gens du village, mais pour tous les Québécois qui pouvaient les connaître, tu sais. Alors, j'ai attendu parce que j'étais un peu trop impliqué dans le milieu. C'était délicat parfois de parler de choses personnelles quand les personnages étaient vivants, les familles étaient là où j'avais des controverses avec certains groupes, etc. Mais maintenant, j'ai le recul un peu plus et puis j'ai la certitude que je peux ne pas froisser les gens, mais au contraire les mettre en valeur et en faire des personnages extrêmement touchants, extrêmement humains, extrêmement beaucoup plus grands que nature, beaucoup plus grands que le village.
dont ils font partie. Tu sais. Il y a 18 personnages que tu as choisis, des personnages que, comme tu dis, qui sont plus grands que nature, mais tu leur donnes des qualificatifs, là, comme par exemple quelqu'un qui représente la dignité, un autre la liberté, l'autre la résilience, l'autre le désespoir, l'autre la matriarche, etc. Pourquoi tu les as attribués des qualificatifs comme ça? Ben, c'est pour aider un peu la lecture, le déchiffrage, le décodage des personnages. Tu sais, comme ça, je mets tout de suite en partant le focus sur l'élément qui m'a, moi, séduit chez la personne et qui m'a incité à aller plus loin pour comprendre OK. ces gens-là. Et souvent, c'est aussi l'élément qui rend ces gens-là extrêmement touchants parce que ça donne un texte. Évidemment, c'est un travail un peu littéraire que j'ai fait là-dedans, plus que dans ce que j'écris d'habitude. Et ça donne comme résultat très souvent, à la fin de chaque personnage, une émotion très forte. On est touché vraiment par le personnage. Tu sais. C'est comme réhabiliter les grands personnages de la vie quotidienne, de la vie ordinaire. Tu sais, parce qu'aujourd'hui, on n'en a que pour les vedettes de télévision, de cinéma. Autrefois, surtout, les gens avaient leurs exemples, leurs modèles autour d'eux, les anciens, dans leurs grands-parents, dans leurs voisins, parce qu'en campagne, chacun était un peu un personnage autonome qui s'était forgé une personnalité à lui, parce qu'il devait se débrouiller seul souvent, faire tous les métiers. Contrairement à aujourd'hui, en ville, où tout le monde veut suivre la mode, où tout le monde veut être à peu près à la mode, selon les critères acceptés. À l'époque, c'était plutôt le contraire. Chacun était fier de ce qu'il était, n'avait pas peur d'être différent, n'avait pas peur d'être indépendant. Tu dis justement par rapport à Saint-Germain que le village s'est transformé en profondeur dans les 40 dernières années où tu as habité dans le village. Est-ce que tu peux nous décrire un peu d'où c'était quand tu es arrivé et où s'en est rendu aujourd'hui? C'est quoi les principales différences entre le village que tu as connu au début avec celui d'aujourd'hui? Quand je suis arrivé, c'était encore un village agricole, traditionnel. C'est-à-dire que le tissu de la population, des rangs, était formé par les agriculteurs. Tous les dirigeants, tout l'establishment, je dirais, de la communauté, c'était les agriculteurs. C'est eux qui dirigeaient la communauté. Et tout le monde s'en accommodait, hein, parce que c'était des villages ruraux, c'était des villages agricoles. Et là, moi, je suis arrivé en 1975, donc début des années 80, là, est arrivé le zonage agricole. Déjà, c'était des gros changements. En 76, avec Jean Garon à l'agriculture, il y a eu une modernisation rapide de l'agriculture pour faire vraiment de l'agriculture au Québec une autosuffisance alimentaire au Québec. Alors, il y a eu énormément de nouveaux programmes, de nouvelles innovations technologiques. En même temps, tu as eu les MRC qui ont été créés, les premiers problèmes environnementaux, les schémas d'aménagement, les schémas d'urbanisme. Donc, tout le village a commencé à fonctionner sur la modernité. Tu sais. Et peu à peu, les agriculteurs ont diminué. Moi, il y avait 18 fermes laitières quand je suis arrivé. Il en reste 3. Et il y en avait déjà eu 60 à Saint-Germain. Il est arrivé aussi beaucoup de nouveaux, comme moi, j'étais dans la première vague des jeunes hippies qui sont venus s'installer en campagne. On était nombreux à Saint-Germain. On a bâti une dizaine de maisons sur place. On a eu nos enfants ici. Donc, tous ces nouveaux-là avaient des ressources, des ressources différentes, des formations souvent universitaires même.
qui permettaient des activités qui n'auraient pas été possibles avant. Et peu à peu, ça a créé aussi des conflits dans la direction de la population, parce que les anciens dirigeants agricoles se sentaient un peu bousculés, tassés par ces nouveaux venus, plus instruits, plus à l'aise dans l'organisation, les communications. Et ça continuait. Et aujourd'hui, je viens de faire un nouveau recensement dans le village et il y a 70% de la population qui n'est pas d'origine. Qui n'est pas d'origine. Les agriculteurs, ça représente presque même pas 5% de la population, tu sais. Alors, on est maintenant avec un village moderne, diversifié, une population recomposée, avec des activités diversifiées qu'il n'y avait pas avant, une nouvelle agriculture avec beaucoup de nouveaux volets qui n'existaient pas avant. Toutes les fermes étaient plus ou moins pareilles. Alors, c'est vraiment une métamorphose complète. Un des personnages importants qui ont eu beaucoup d'influence sur toi se nomme Isidore, puis c'est l'ancien propriétaire de la ferme que tu as achetée. Et lui, tu l'associes à l'indépendance. C'est un personnage très fort, on pourrait dire. Là, Est-ce que tu peux nous le décrire un peu en racontant notamment sa relation avec le monde médical puis la connaissance de son corps, là, sans tout dévoiler sur lui? Est-ce que tu peux nous faire un portrait d'Isidore c'est tout un personnage? Oh oui, c'est vraiment c'était un des derniers dans sa famille qui était une famille vraiment d'hommes très forts. Il était plus petit que ses frères. Et ses frères, ils ont donné de la misère. Tu sais, ils l'ont fait, ils travaillaient dans le bois, puis ils lui faisaient faire les gros travaux. Donc, il a appris à se défendre tout seul avec et il est devenu extrêmement fort, extrêmement autonome. Il avait des mains 2 fois la largeur des mains ordinaires, tu sais. Et il a continué comme ça. Et quand il s'est installé sur cette ferme-là, en se mariant, il a décidé de commercer des chevaux pour avoir des revenus. Il a fait venir des chevaux de l'Ouest et vendre les chevaux. Et il s'est mis à aussi apprendre à soigner les chevaux. Il est devenu un vétérinaire hors pair pour les chevaux. Là. Même les vétérinaires n'arrivaient pas à régler les problèmes de pied de certains chevaux, tandis que lui le faisait facilement. Il a sauvé plein de chevaux. Et il a développé une connaissance naturelle de la médecine et des fonctions vitales des animaux. Il soignait beaucoup avec le sel, les blessures et tout ça. J'ai moi-même pratiqué ces méthodes, ça fonctionnait très bien. Alors, même chose avec les humains, il avait sa compréhension des êtres humains. Avec sa femme, ils ont eu 13 enfants vivants, et c'est lui qui a assisté, qui a aidé sa femme à accoucher pour les 13 enfants, parce qu'il considérait que, comme il disait assez drôlement, il disait, si c'est moi qui les ai mis là, c'est moi qui est capable d'aller les chercher là. Et de toute façon, les 13 accouchements ont bien réussi, ont donné des enfants vivants et très forts. Alors, il se soignait lui-même, et quand les médecins, il y a eu un accident vers la fin de sa vie où il a été toute une nuit pris sous son tracteur, et il s'est gelé les pieds en particulier, et de sorte que le médecin voulait lui couper un pied, parce qu'il y avait la gangrène qui était commencée dans un pied. Alors, il s'est sauvé de l'hôpital en cachette des médecins. Il est revenu chez lui. Il s'est acheté un 40 onces de décapeur. Et puis, il s'est lui-même coupé 3 orteils et nettoyé tout le pied qui était gangréné à frette. Et il a mis les orteils dans un cruchon. Et quand il a été remis, parce que tout son pied
est revenu parfaitement. Il a pu recommencer à conduire son camion. Et quand il a été sur pied, il est allé montrer ses orteils au médecin qui voulait lui couper la jambe, lui couper le pied. Alors, c'est un incident qui montre comment il était capable de faire face à n'importe quel, je dirais, comportement, n'importe quelle pression sur lui, s'il avait la conviction qu'il était en mesure de régler le problème. En terminant, Roméo, je voudrais savoir, est-ce que ton livre, c'est un hommage à la communauté qui t'a permis de développer ton potentiel? Oui, tout à fait. C'est un cadeau pour moi que je veux faire aux gens de Saint-Germain qui m'ont beaucoup apporté et à qui j'ai apporté beaucoup aussi, je pense. Parce que ça a été une histoire complexe, parfois houleuse, mais aussi qui laisse, je le vois maintenant, que la poussière est retombée, et que les gens reconnaissent la profondeur et l'importance des choses qu'on a fait ensemble, qui ont peuplé leurs souvenirs, dont ils aiment se rappeler qu'ils ont vécu des choses qu'aucun autre village n'a vécu, qu'on a vécu ça ensemble, tu sais. J'espère, en terminant, que tu vas donner le goût à d'autres gens de faire comme toi, d'écrire l'histoire de leur village, l'histoire de leurs personnages importants. Merci beaucoup, Roméo, puis au plaisir de se rencontrer à nouveau. C'est ainsi que se termine notre émission. Pour les 2 prochaines semaines, on a un spécial Pierre Lavoie. Pierre Lavoie, l'athlète, Pierre Lavoie, l'engagé, Pierre Lavoie qui est passionné de tout, on pourrait dire. On fait 2 émissions avec Pierre Lavoie entièrement consacrées à ses solutions pour avoir une meilleure santé, à ses solutions pour être capable de faire un Québec dont on va être fier. Je vous invite, pas mal intéressant.